Quelque chose ne tourne plus rond et tout le monde le voit. Voici la contradiction centrale. Donald Trump parle presque tous les jours en public, mais plus il apparaît, plus ses propres aides semblent nerveux, voire paniqués. Pas ses adversaires, pas les médias, ceux qui l'ont servi, défendu, protégé pendant des années. Et ce que cela implique pour vous est direct. Quand le président des États-Unis donne l'impression de perdre le fil sous les caméras du monde entier, ce n'est jamais juste un moment gênant. Depuis environ 1 mois à 1 mois et demi, plusieurs observateurs affirment que l'état cognitif et physique de Donald Trump s'est nettement détérioré sur la base de comportements visibles et répétés. Son ancienne porte-parole, Stephanie Grisham, a écrit publiquement qu'une récente conférence de presse était bizarre, même pour lui, évoquant des propos décousus, une faible énergie et l'impression qu'il est en train de glisser mentalement. Quand une personne qui le connaît intimement parle ainsi, le signal n'est pas neutre. Mais voici le détail qui change tout. Ces scènes ne sont pas isolées. Elles s'enchaînent. Des conférences de presse aux sommets internationaux, des discours improvisés aux déplacements officiels, toujours avec le même malaise dans la pièce. À tel point que, sur Capitol Hill, un mot que personne ne voulait prononcer commence à circuler sérieusement. Et là, la question n'est plus politique, elle devient institutionnelle. Si ces signaux continuent, qui est censé intervenir et à quel moment? Parce que ce que vous avez vu jusqu'ici n'est que le début. Et la prochaine séquence fait basculer l'histoire dans une toute autre dimension. Ce qui se passe en ce moment n'est pas présenté comme une crise officielle, justement. C'est ce qui la rend plus difficile à saisir. Au cours des derniers jours, Donald Trump a multiplié les apparitions publiques marquées par des propos confus, des digressions longues et des contradictions internes. Lors d'un événement international à Davos, en Suisse, il a mélangé à plusieurs reprises le Groenland et l'Islande, tout en parlant d'invasion, puis quelques heures plus tard, d'un concept d'accord avec l'OTAN. Dans la même période, une lettre attribuée à Trump, adressée au premier ministre norvégien, a circulé, évoquant le prix Nobel, la paix, puis la justification d'un contrôle total du Groenland. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait être minimisé. Un lapsus, une provocation, une exagération habituelle. Mais c'est précisément là que le cadre change. Ce n'est plus un événement, c'est une séquence. Notissez ce qui manque dans toutes ces scènes. Il n'y a pas de correction immédiate, pas de clarification nette, pas de reprise de contrôle visible. À la place, on observe des silences gênés, des regards figés et des tentatives de réinterprétation a posteriori par son entourage. Et c'est là que la question se reformule. Pas qu'a-t-il voulu dire, mais pourquoi personne ne semble capable d'arrêter la machine? Parce que quand ce type de comportement commence à être traité comme normal, ce n'est plus seulement l'homme qui est en cause, c'est le système autour de lui. Et c'est exactement ce que les prochaines preuves vont rendre impossible à ignorer. Voici l'affirmation centrale et elle est lourde de conséquences. Ce qui inquiète aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que Donald Trump dit, mais la façon dont il le dit et surtout la manière dont personne autour de lui ne semble en contrôle. Lors d'une conférence à Davos, Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient prendre le contrôle d'un territoire en confondant à plusieurs reprises l'Islande et le Groenland, parlant de pertes économiques liées à l'Islande, alors même qu'il faisait référence à des enjeux arctiques et à l'OTAN. Quelques heures plus tard, interrogé par CNBC, il a affirmé qu'il existait seulement un concept d'accord, sans être capable d'en expliquer le contenu, ni même l'objet précis. Ces propos ont été tenus en public, devant des dirigeants mondiaux et relayés intégralement. Voici pourquoi ce détail change tout. Ce ne sont pas des phrases sorties de leur contexte. Ce sont des réponses complètes, des séquences longues, des moments où il est censé maîtriser son message. Et pourtant, le fil se perd, les pays se mélangent et la logique interne disparaît. Maintenant, remarquez ce qui n'a pas été nié. Personne n'a contesté qu'il ait confondu les pays. Personne n'a expliqué clairement ce qu'était ce concept d'accord. À la place, sa porte-parole a tenté de requalifier ses mots après coup, affirmant qu'il parlait de « une masse de glace ».
et que la confusion venait des journalistes. Mais écoutez bien ce décalage. D'un côté, ce que tout le monde a entendu en direct. De l'autre, une explication défensive construite après coup. Ce fossé entre la scène et le récit officiel est exactement là où les institutions commencent à vaciller. Et à partir de ce moment-là, l'histoire n'est plus seulement médiatique. Elle entre dans une phase d'escalade. Parce que quand les mots ne tiennent plus, ce sont les actes qui inquiètent. Et la suite montre que cette perte de cohérence ne se limite pas au discours. À ce stade, quelque chose bascule. Ce qui ressemblait encore à de simples mots commence à se traduire en comportements visibles. À Davos, plusieurs images montrent Donald Trump incapable de marcher en ligne droite, avançant de manière hésitante sur le tapis rouge. Ce n'est pas la première fois. Des séquences antérieures, notamment lors d'une rencontre en Alaska avec Vladimir Poutine, le montraient déjà zigzagant, avec des difficultés évidentes à se déplacer sans assistance. Lors d'un déplacement en Asie, la première ministre japonaise a dû l'aider physiquement à marcher. Prises isolément, encore une fois, ces images pourraient être expliquées. Fatigue, décalage horaire, problèmes mineurs. Mais regardez la répétition. Regardez la constance. Regardez surtout le contexte. Ce sont des scènes officielles, filmées lors d'événements où chaque détail est normalement maîtrisé. C'est ici que la comparaison devient troublante. Dans n'importe quelle autre fonction à haute responsabilité, ce type de comportement déclencherait immédiatement des protocoles, des évaluations, des garde-fous. Mais ici, tout continue comme si de rien n'était. Et voici la partie que personne n'aime formuler clairement. Ce qui est en train de se normaliser ne devrait pas l'être. Des discours incohérents, des confusions géopolitiques majeures, une démarche instable. Et autour, un appareil politique qui fait semblant que tout est sous contrôle. Quand un système commence à traiter ces signaux comme acceptables, ce n'est plus une question de style ou de personnalité, c'est une question de seuil. Et ce seuil vient d'être franchi. Parce que maintenant, les preuves ne viennent plus seulement des images ou des discours. Elles viennent de ceux qui ont accès aux leviers du pouvoir eux-mêmes. Et ce qu'ils disent ensuite rend impossible tout retour en arrière. À partir d'ici, le doute ne vient plus seulement des images ou des lapsus. Il vient des documents. Des mots posés noir sur blanc, une lettre attribuée à Donald Trump adressée au premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a circulé publiquement. Dans cette lettre, Trump écrit que, puisque la Norvège n'a pas soutenu l'attribution d'un prix Nobel pour avoir arrêté 8 guerres, il ne se sent plus obligé de penser uniquement à la paix. Le même texte affirme que le monde n'est pas en sécurité sans un contrôle total du Groenland, tout en remettant en cause la légitimité de la propriété danoise sur ce territoire. Prenez un instant pour mesurer ce décalage. D'un côté, en public, des discours confus, des concepts d'accord impossibles à expliquer. De l'autre, une lettre officielle adressée à un chef de gouvernement étranger où des menaces géopolitiques sont formulées sans filtre, sans structure, sans retenue. Voici la contradiction qui change définitivement la perception. Ce document n'est pas improvisé, il n'est pas prononcé sous pression, il est écrit, relu, signé, et pourtant il porte les mêmes caractéristiques que les discours. Digression, ressentiment personnel, confusion entre griefs privés et politique internationale. Notissez ce que cela implique. Ce n'est plus un problème de performance orale, c'est un mode de fonctionnement, une manière de raisonner qui traverse tous les canaux, même ceux censés être les plus contrôlés. Quand cette logique atteint la diplomatie écrite, le risque ne concerne plus seulement l'image, il concerne la stabilité. Et c'est précisément à ce moment-là que certains élus cessent de parler à demi-mot, parce que ce qu'ils voient n'est plus défendable publiquement. Et leurs réactions vont faire monter la pression d'un cran supplémentaire. Car une fois que le doute s'installe au Congrès lui-même, l'histoire change de terrain. Et c'est là que tout s'accélère. Plus personne ne parle d'un seul incident. Les alertes arrivent en rafale. Sur Capitol Hill, l'idée d'invoquer le 25e amendement commence à circuler ouvertement, évoquée par d'anciens proches de Trump et reprise par plusieurs élus démocrates. Des membres du Congrès affirment que, même en privé, certains républicains reconnaissent que son comportement est
inquiétant, tout en continuant à le défendre publiquement. Plusieurs responsables décrivent une absence de réponse aux demandes officielles visant à évaluer sa condition mentale et physique. Regardez la vitesse à laquelle tout se superpose. Des images troublantes, une lettre diplomatique alarmante, puis soudain des appels directs à utiliser un mécanisme constitutionnel conçu précisément pour ce type de situation. Ce n'est pas une discussion théorique, c'est une option d'urgence. Mais voici ce qui rend la situation encore plus instable. Rien ne se passe. Aucun examen rendu public. Aucune clarification médicale indépendante. Aucun frein visible. Le système encaisse, absorbe et avance comme si la pression n'existait pas. Posez-vous la question qui dérange? Que se passe-t-il si cette dynamique continue? Si les signaux s'accumulent, que les inquiétudes montent, mais que personne n'agit officiellement? Parce que l'histoire montre une chose. Les crises les plus graves ne commencent pas par une explosion. Elles commencent par une paralysie. Et maintenant, l'impact ne se limite plus aux institutions. Il commence à toucher directement ceux qui vivent avec les conséquences, loin des couloirs du pouvoir. À ce stade, il faut déplacer le regard, sortir des sommets internationaux, des lettres officielles et des salles de presse. Parce que tout cela finit toujours par redescendre vers des gens ordinaires, vers vous. Plusieurs membres du Congrès ont déclaré que les propos et comportements récents de Donald Trump rendent les États-Unis moins sûrs, notamment en raison des menaces adressées aux alliés et de la confusion géopolitique affichée en public. Un élu ayant servi plus de 2 ans en zone de combat a affirmé que ce type de discours met directement en danger les personnes en uniforme, en affaiblissant la crédibilité des engagements américains. Traduction concrète. Quand un président confond des pays, menace des alliés ou parle d'actions militaires de manière incohérente, ce ne sont pas des abstractions. Ce sont des soldats envoyés sur le terrain, des familles qui attendent des appels, des partenaires internationaux qui hésitent à coopérer et une population qui vit avec l'incertitude. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est la familiarité, ce sentiment diffus de déjà-vu. Beaucoup de gens ressentent instinctivement que quelque chose ne va pas sans pouvoir mettre un mot précis dessus. Et pourtant, jour après jour, on leur demande d'accepter que tout cela soit normal. Si cette impression vous semble familière, dites-le dans les commentaires. Pas pour débattre, juste pour constater que vous n'êtes pas seul à ressentir ce décalage. Parce que quand une société commence à s'habituer à l'incohérence au sommet, le coup n'est pas immédiat. Il est progressif, silencieux, et il finit toujours par se payer quelque part. Et pour comprendre pourquoi ce mécanisme continue malgré tout, il faut regarder non pas l'homme, mais le système qui l'entoure. À ce stade, se concentrer uniquement sur Donald Trump devient insuffisant. Le vrai sujet, plus dérangeant, c'est ce qui permet à cette situation de durer. Malgré les déclarations publiques, les images troublantes et les inquiétudes exprimées par des élus, aucune évaluation médicale indépendante et transparente n'a été rendue publique. Les communications officielles continuent de requalifier, minimiser ou détourner les épisodes observés plutôt que de les confronter directement. Voici le mécanisme à l'œuvre. Le pouvoir moderne ne repose pas seulement sur la lucidité d'un individu, mais sur l'inertie d'un système. Tant que personne ne déclenche formellement un processus, tout le monde peut prétendre que ce n'est pas encore assez grave et chacun attend que quelqu'un d'autre prenne le risque politique d'agir. Ce n'est pas du chaos, c'est une logique d'incitation. Reconnaître le problème aurait un coût immédiat. Le nier permet de gagner du temps. Et pendant ce temps, les signaux s'accumulent sous les yeux de tous. C'est là que le spectacle joue un rôle clé. Tant que chaque épisode peut être traité comme une polémique de plus, une séquence virale, une phrase choquante parmi d'autres, le système tient. L'attention se disperse, l'urgence se dilue et l'essentiel passe sous le radar. Mais voici la vérité inconfortable. Les institutions ne réagissent pas à l'embarras. Elles réagissent aux ruptures claires. Et pour l'instant,
Tout se situe juste en dessous de ce seuil critique. La question n'est donc plus est-ce inquiétant? Elle est qu'est-ce qui pourrait enfin forcer une décision? Parce que deux trajectoires commencent à se dessiner et la suite dépendra du prochain mouvement, pas des déclarations passées. À partir de maintenant, l'histoire ne se joue plus au passé. Elle se projette vers l'avant et deux chemins distincts commencent à apparaître. Premier scénario, rien ne change officiellement. Les images continuent, les discours restent confus. Les alliés s'inquiètent en silence. Le Congrès murmure, mais n'agit pas. Dans ce cas-là, chaque nouvel épisode devient un peu plus extrême que le précédent, jusqu'au moment où un incident ne peut plus être requalifié ni minimisé. Le système tient jusqu'à ce qu'il casse. Deuxième scénario, la pression atteint un point de rupture. Une séquence trop visible, une déclaration impossible à défendre, ou une révélation qui force enfin une évaluation formelle, pas par choix moral, mais par nécessité institutionnelle, pas parce que tout le monde est d'accord, mais parce que l'inaction devient plus coûteuse que l'action. Plusieurs élus ont déjà déclaré que le comportement observé ne pouvait pas continuer sans conséquences, évoquant explicitement des mécanismes constitutionnels prévus pour ce type de situation. Dans le même temps, aucune indication claire ne montre qu'une décision imminente ait été prise. Ce qui rend cette phase particulièrement instable, c'est l'incertitude. Personne ne sait quel sera l'élément déclencheur, mais beaucoup savent qu'il n'a pas encore eu lieu. Et dans ce genre de configuration, l'histoire avance souvent par accident, pas par planification. Regardez bien les prochaines apparitions publiques. Ce ne seront plus de simples discours. Elles seront des tests. Chaque phrase, chaque déplacement, chaque réaction sera scrutée comme un indicateur. Parce que la question n'est plus « est-ce que quelque chose ne va pas ?» La question est « combien de temps le système peut-il encore attendre ?» Et c'est exactement là que tout se referme ou que tout bascule. Voici l'idée centrale à retenir. Ce que vous avez observé n'est pas une série de dérapages isolés. C'est un test de résistance, pas seulement de Donald Trump, mais du système censé le contenir. Les images, les discours confus, les lettres diplomatiques troublantes et les inquiétudes exprimées publiquement existent toutes, documentées, observables. En parallèle, aucune réponse institutionnelle claire n'a encore été déclenchée pour y faire face de manière transparente. La vraie histoire n'est donc pas « est-il en train de décliner ?» La vraie histoire est plus inconfortable. Combien de signaux une démocratie peut-elle absorber avant de réagir? Et à partir de quand l'habitude devient-elle un danger? Parce que l'histoire montre toujours la même chose. Ce ne sont pas les excès évidents qui font basculer les systèmes. Ce sont les moments où tout le monde voit le problème et décide d'attendre encore un peu. Ce que vous regardez en ce moment n'est pas une conclusion. C'est une phase intermédiaire, un entre-deux instable où chaque apparition publique peut soit être absorbée de plus, soit devenir le point de rupture. Et si cette séquence vous a donné l'impression que quelque chose de plus profond est en jeu, ce n'est pas un hasard. C'est exactement dans ces zones grises que les décisions les plus lourdes se préparent, souvent hors caméra. Si vous voulez continuer à comprendre ce qui se passe avant que les titres ne changent, abonnez-vous. Parce que cette histoire n'est pas terminée et la prochaine étape pourrait arriver plus vite que prévu.